La correspondance formelle de John Coniston Cafford s'inspire de la correspondance distributionnelle de Leonard Bloomfield et le problème avec cette correspondance formelle, c'est que lorsqu'elle est appliquée comme une technique de traduction, elle aboutit à des traductions littérales qui ne sont pas toujours idiomatiques. Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir. Je suis Thomas Dakata Bikumavor, enseignant traducteur et auteur de l'ouvrage de la sémantique à la traduction. Dans cette vidéo, nous allons aborder le rapport entre la correspondance formelle qu'a développé John Coniston Cafford dans son Linguistic Theory of Translation, le rapport entre la correspondance formelle, donc, la correspondance distributionnelle et les traductions littérales qui sont pondues soit par l'IA, soit par des traducteurs. Pour y parvenir, nous devons d'abord définir ce qu'est le distributionnalisme. Le distributionnalisme, c'est un courant linguistique, un courant structuraliste qui a été développé, euh, aux États-Unis par le linguiste américain Leonard Bloomfield dans les années 1914-1930. Et ce courant, c'est-à-dire cette théorie linguistique, c'est une étude des unités linguistiques du point de vue de leur distribution, notamment de leur répartition ou de leur positionnement morphosyntaxique. C'est comme ça qu'on peut le définir, c'est-à-dire que on étudie la langue du point de vue du déploiement morphosyntaxique de ces unités linguistiques, c'est-à-dire qu'on s'intéresse au positionnement de chaque unité linguistique. Ce qui est fondamental, c'est que Leonard Bloomfield s'est inspiré du behaviorisme, ou encore le behaviorisme étant ici considéré comme relevant de la psychologie comportementale. Alors le behaviorisme, on peut encore dire le comportementalisme, qui s'appuie précisément sur des faits observables. Voilà pourquoi Bloomfield a voulu développer une théorie de la linguistique qui s'intéresse aux corpus qui sont déjà produits. Et fondamentalement, Bloomfield va démontrer que les unités linguistiques sont donc, il y a donc une manière pour les unités linguistiques d'être positionnées d'être positionnées dans la phrase, et c'est ça qui devrait intéresser le linguiste. Donc, Bloomfield, dans sa théorie, du moins de manière formelle, Bloomfield ne s'est pas intéressé au sens. Sa théorie est une espèce de descriptivisme linguistique, c'est-à-dire d'analyse formelle. Alors, c'est une analyse, on peut dire une analyse mécanique, une analyse mécaniste de la langue, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas au volet mental, on ne s'intéresse pas à l'extra-linguistique, on s'intéresse aux faits observables, comme nous l'avons dit, qu'il s'est appuyé, il s'est inspiré du comportementalisme qui relève de la psychologie cognitive, la psychologie comportementale, c'est-à-dire que on observe juste les faits et on analyse les faits. Alors, Bloomfield s'est inspiré de ce comportementalisme pour développer sa théorie. Et ce qui est intéressant avec Bloomfield, c'est que sa théorie se construit autour d'un certain nombre de principes, notamment la méthode. Il y a une méthode qui caractérise donc sa théorie, et cette méthode repose sur deux piliers essentiels, à savoir la segmentation des unités linguistiques et leur substitution ou commutation. Au niveau de la segmentation, Bloomfield va diviser les unités linguistiques en partant de la plus petite unité linguistique à la plus grande, à savoir le phonème, le morphème, le syntagme et la phrase.
Voilà la segmentation que propose Bloomfield. Et en ce qui concerne la commutation, c'est le fait que on peut encore dire que la commutation, c'est la substitution, c'est-à-dire que lorsqu'on a un énoncé, lorsqu'on a une séquence linguistique, après l'avoir divisé, après avoir déterminé ses composants, on peut les substituer par d'autres composants pour voir si nous obtenons le même énoncé. Alors, on peut dire que lorsqu'on observe, lorsqu'on étudie le distributionnalisme tel que originel de, de Bloomfield, même si au départ Bloomfield ne s'est pas intéressé au sens, le fait simplement qu'il évoque que sa théorie se fonde sur la segmentation et la substitution. Le fait seulement que nous disons que le fait seulement que sa théorie se fonde sur la segmentation des unités linguistiques et, et le phénomène de substitution est déjà porteur de sens. En fait, on ne peut pas procéder, on ne peut pas réaliser la commutation en écartant le sens. En fait, en filigrane, on ne peut pas étudier, on ne peut pas remplacer les unités linguistiques dans un énoncé en faisant abstraction du sens. Donc, même si Bloomfield n'a pas voulu officiellement ou alors théoriquement parler de la sémantique, le fait qu'il évoque la substitution est déjà une manière d'aborder le volet sémantique de l'énoncé. En tout cas, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les théoriciens, les travaux des théoriciens qui vont suivre après Bloomfield, c'est-à-dire les développements post-Bloomfieldien de la notion de la théorie du distributionnalisme. Alors, nous avons Einar Hogan en 1951 dans ses travaux. Einar Hogan s'est aperçu que le distributionnalisme ne pouvait pas se limiter à une vision descriptiviste de la langue, dans la mesure où il s'intéresse, c'est-à-dire le distributionnalisme d'après ce que Bloomfield a théorisé. Le distributionnalisme se limitait donc au volet intra-énoncé, c'est-à-dire que on s'intéresse uniquement aux faits observables, à l'énoncé qu'on a devant soi, et on écarte la dimension extra-linguistique qui est très essentielle dans le traitement du sens. Alors, Einar Hogan va déterminer, va préciser que il est essentiel que l'étude de la langue, l'étude des énoncés se réalise sur la base de deux piliers fondamentaux, à savoir le volet intralingual et le volet extra-énoncé, c'est-à-dire le contexte, en fait, le volet extra-linguistique, c'est-à-dire que on va tenir compte des paramètres extra-linguistiques pour déterminer, pour procéder à la commutation ou à la substitution que préconise Bloomfield. Ce qui signifie donc que le distributionnalisme a connu une certaine évolution déjà avec Einar Hogan qui a milité pour l'intégration pour l'intégration d'un distributionnalisme sémantique, si on peut dire cela ainsi, c'est-à-dire que l'intégration de la sémantique dans l'analyse distributionnelle. Plus tard, en 1973, entre 1973 et 1974, comme nous l'avons déjà dit dans une de nos vidéos, Zelig Sabbatai Harris, professeur à l'Université de Pennsylvanie, va professer un cours à l'Université de Paris 8, médecine au département de linguistique, et le cours en question est intitulé Note du cours de syntaxe. Ce cours sera traduit de l'anglais par Maurice Gross. Et ce qui ressort de ce cours, c'est que Sabbatai Harris a rejoint Einar Hogan dans leur
vision de l'importance de la sémantique dans l'analyse distributionnelle. Et dans son cours, donc ce cours traduit de l'anglais par Maurice Gross, Sabato et Harris parlent des relations de nécessité, c'est-à-dire de compatibilité et d'incompatibilité sémantique. Une manière de parler de la compatibilité sémantique et en fait une manière de parler des concurrences et des colocations. Parce que Harris va démontrer que pour procéder, pour, pour mieux procéder à l'analyse, pour mieux analyser les unités linguistiques, on ne peut pas écarter le sens parce que certaines unités ont tendance à coopérer avec d'autres, c'est-à-dire à aller main dans la main, à fonctionner main dans la main avec d'autres unités, alors qu'il y a d'autres qui ne peuvent pas fonctionner ensemble. Voilà pourquoi il parle de relation de nécessité, c'est-à-dire de compatibilité ou d'incompatibilité sémantique. C'est ça qu'il faut retenir des développements post-Bloomfieldiens. Donc, on peut dire en gros que certes, Bloomfield lui-même n'a pas insisté sur le volet sémantique, mais les théoriciens, les linguistes qui l'ont suivi, comme Aina Hogan ou Sabatai Harris, ont préconisé l'instauration de la sémantique dans l'analyse distributionnelle, étant donné qu'ils avaient déjà vu les limites d'un descriptivisme purement mécanique ou mécaniste. Alors, si déjà ces théoriciens ont constaté ces lacunes, combien de fois cela signifie donc que l'analyse de la syntaxe, cela signifie donc que la syntaxe n'est pas autonome, comme le préconisait, ou alors comme le laissait entendre Bloomfield. La syntaxe n'est pas autonome. On ne peut pas étudier la syntaxe en faisant abstraction du sens. Parce que Étienne Dassy, qui a travaillé, c'est un professeur camerounais qui est décédé en 2019 et qui a produit un ouvrage exceptionnel qu'il a publié dans les maisons d'édition Lincoln Europa. Alors son ouvrage s'intitule Du procès du contexte à une aperception de la grammaire française contemporaine en francophonie. Et dans cet ouvrage, Étienne Dassy précise que le bon sens impose que toute étude de la langue tienne nécessairement compte du sens. Ce qui signifie que la vision selon laquelle la syntaxe est autonome est à proscrire. Voilà ce qu'on peut dire en ce qui concerne le distributionnalisme. Et, comme nous l'avons dit à souligner, Aina Hogan et Sabatai Harris ont donc révolutionné le distributionnalisme originel en y intégrant la sémantique distributionnelle, en fait, en y intégrant la sémantique dans l'analyse distributionnelle. C'est ce qu'on peut dire. Alors, la question que nous pouvons nous poser est de savoir quel est donc le rapport entre la correspondance distributionnelle de Leonard Bloomfield, la correspondance formelle de John Collison Cafford et les traductions produites par l'intelligence artificielle. Il est important de noter que la correspondance distributionnelle de Leonard Bloomfield a lieu au niveau intralingual, c'est-à-dire qu'on s'intéresse au corpus que nous avons dans une langue donnée et nous procédons à notre analyse distributionnelle sur la base de ce corpus qu'on a. Donc, on étudie une seule langue. Or, la correspondance distributionnelle, la correspondance formelle de John Collison Cafford reprend la même analyse, mais cette fois-ci au niveau interlingual, c'est-à-dire que Cafford s'inspire des travaux de Bloomfield, de la subdivision, c'est-à-dire de la segmentation qu'a proposé Bloomfield pour étudier les correspondances ou encore ce qu'il appelle les shifts ou transpositions, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de correspondance. Alors nous disons que la correspondance distributionnelle a lieu au niveau intralingual, alors que la correspondance formelle a lieu au niveau interlingual. Et c'est là où commence le problème, parce que lorsqu'on
lorsqu'on essaye d'appliquer les principes de la correspondance distributionnelle à la correspondance formelle, on tombe dans le calque et cela produit des traductions littérales. Voilà pourquoi l'intelligence artificielle, les outils d'intelligence artificielle produisent les traductions littérales. Parce que pour répondre à la question, quel est le rapport entre la correspondance distributionnelle ou la correspondance formelle et les traductions sorties de la machine? La réponse est claire, c'est que les traductions sorties de la machine sont en fait une reproduction de la correspondance distributionnelle qu'a développée Leonard Bloomfield. Sauf que cette correspondance, elle est interlinguale parce que l'IA s'appuie sur les structures du texte de départ qu'elle répercute dans le texte d'arrivée. Et c'est là le gros souci. Parce que l'intelligence artificielle, même avec 1 million ou 1 milliard de prompts, l'intelligence artificielle vous fait de la traduction, non seulement la traduction est littérale, mais aussi la traduction de l'intelligence artificielle repose sur un principe d'analogie structurelle ou formelle qui veut que si le texte source a 10 mots, si le texte de départ a 10 mots, le texte d'arrivée doit aussi avoir 10 mots. Et c'est là le problème. Alors, lorsqu'on prend un exemple comme This framework helps ensure accountability and transparency. La traduction qui est proposée par les outils d'intelligence artificielle, que ce soit des outils d'intelligence artificielle automatique ou bien des outils d'intelligence artificielle générative, c'est pour This framework helps ensure accountability and transparency. La traduction qui est sortie de là, c'est que ce cadre aide à garantir la responsabilité et la transparence. Donc, tous les mots ont été traduits, on les a replacés, on a étudié, on est parti de la structuration de la langue de départ, on s'est inspiré de cette structuration pour la reproduire dans le texte d'arrivée. Alors que ce n'est pas comme ça que la traduction fonctionne. Il faut non seulement comprendre que la traduction, selon notre théorie inférentielle, la traduction ne repose pas sur des unités linguistiques considérées de manière isolée, mais sur l'idée globale que ces unités linguistiques, que la macro, c'est-à-dire la macro-structure donne, c'est-à-dire que tout l'ensemble donne, ce que l'énoncé donne comme idée fondamentale. C'est ça qu'on traduit. Et avant de traduire cela, il est important de reformuler. Donc, la reformulation est une étape obligatoire selon la théorie inférentielle parce que la reformulation vous permet la reformulation vous permet d'obtenir la quintessence de l'énonciation, c'est-à-dire le vouloir dire de l'auteur. Parce que lorsqu'on traduit, on ne traduit pas seulement le message de surface, on traduit le message de surface associé au message en structure profonde, c'est-à-dire au message à l'intention communicationnelle. Alors, pour This framework helps ensure accountability and transparency, il est essentiel de reformuler d'abord cette phrase en disant This framework ensures accountability and transparency. Et la traduction idéale, comme nous l'appelons, que nous proposons pour cela, c'est ce cadre garantit la responsabilité et la transparence. D'aucuns diront que est-ce qu'il y a une différence entre la traduction de l'IA qui a proposé ce cadre aide à garantir la responsabilité et la transparence et ce cadre garantit la responsabilité et la transparence? Effectivement, il y a une différence parce que la traduction que nous proposons, ce cadre garantit la responsabilité et la transparence est une traduction plus directe qui ne procède pas par décompte des mots comme tel est le cas avec l'intelligence artificielle. Et il faut comprendre que l'idée essentielle ici, lorsqu'on dit aide à garantir signifie quoi? Ça signifie que le cadre garantit et on n'a pas besoin d'utiliser le verbe aider qui n'est pas sémantiquement utile ici. Donc, en gros, retenons que
la correspondance distributionnelle qui est héritée, la correspondance formelle qui est héritée de la correspondance distributionnelle n'est pas d'abord une technique de traduction, c'est tout simplement une analyse des traductions qui s'inspire de l'analyse distributionnelle qu'a proposé Leonard Bloomfield. Et il faut arrêter de penser que cette analyse, cette méthode d'analyse peut s'appliquer comme technique. Une méthode d'analyse n'est pas une technique de traduction. Pourquoi? Parce que la méthode d'analyse s'appuie sur ce qui existe déjà. Les textes qui sont déjà, les bitextes, c'est-à-dire ce qui a déjà été traduit. Or, si vous utilisez cette méthode, vous tombez dans le principe de l'intelligence artificielle qui veut que à structure similaire correspondent les sens similaires et cela n'est pas toujours, ne garantit pas de meilleure traduction. Voilà ce que nous pouvons dire à propos de cette vidéo. Donc, il faut retenir que au lieu de confier vos travaux aux outils d'intelligence artificielle, il est mieux de les confier aux humains qui devraient comprendre que la traduction ne repose pas sur la structuration, c'est-à-dire sur la reproduction de la structure du texte de départ dans le texte d'arrivée, mais sur l'idée, c'est-à-dire les idées. Voilà pourquoi nous parlons de traduction idéale. Si vous trouvez ce contenu intéressant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à laisser votre avis en commentaire. Je suis Thomas Dakintarik Mavo, enseignant traducteur et auteur de l'ouvrage de la sémantique à la traduction.